Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du 22h ce soir. C'est probablement un tournant dans le conflit syrien. La Russie propose de placer l'arsenal chimique du régime sous contrôle international. Damas s'engouffre dans la brèche et accepte. La Grande-Bretagne évoque un grand pas. Washington se dit prête à en parler. La France précise que l'initiative de Moscou mérite un examen sérieux sous certaines conditions. Notre invité ce soir, c'est le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, reçu tout à l'heure par le chef de l'État sur le dossier syrien. La consigne de vote de François Fillon fait polémique en appelant à voter pour le candidat le moins sectaire en cas de duel PS-FN au municipal. L'ancien Premier ministre provoque un tollé à gauche et l'embarras à droite. Les détails à suivre. Les signaux positifs se multiplient sur le front de la croissance. Après l'OCDE, c'est au tour de la Banque de France de prévoir une éclaircie dans le ciel économique français. Mais les économistes restent prudents sur cette timide reprise. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Un texte en 15 points affiché dans les écoles, les collèges et les lycées. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, a donc dévoilé aujourd'hui une charte de la laïcité. Alors celle-ci suscite déjà de nombreuses réactions, notamment celle du défenseur des droits, Dominique Baudis, qui saisit le Conseil d'État pour plus de clarification, dit-il. En attendant, l'enjeu est de taille pour les enseignants. On voit tout cela avec Julie Hulin. Après le drapeau tricolore, le drapeau européen, la devise républicaine, voici la charte de laïcité. D'ici fin septembre, elle devra être affichée dans tous les établissements publics. 17 articles dans un langage adapté aux enfants pour rappeler les règles du vivre ensemble en milieu scolaire. Un nouvel outil plus ou moins abouti selon certains enseignants. Je pense qu'il est du devoir des enseignants de s'approprier les principes de la laïcité. Ce que je regrette par rapport au texte tel qu'il a été publié, c'est que un des articles qui était proposé dans un projet antérieur est disparu, qui dit qu'il faut que l'école, comme une de ses missions, c'est de faire partager les valeurs de la République aux élèves. Et ça, c'est très important, parce que la laïcité, ce n'est pas que la neutralité. Histoire, sciences de la vie, l'enseignement de certaines matières est devenu l'objet de confrontations entre élèves et professeurs. Des enseignants pour qui une simple affiche sur un mur ne suffira pas. Les enseignants du premier degré vont avoir besoin de ressources pédagogiques, mais également de formation, parce que ça ne s'improvise pas. Et nous attendons beaucoup, dans cette seconde étape, que le ministère s'implique sur ce sujet-là. De la formation à destination des enseignants du premier degré, mais également, en fait, des propositions, des pistes pédagogiques qui vont permettre, notamment avec les petits, de pouvoir aborder, en fait, des questions qui permettent de travailler la laïcité. Le ministère prépare actuellement un kit pédagogique à destination des enseignants. Le débat est lui d'ores et déjà ouvert et il faudra attendre 2015 pour voir la morale laïque faire son entrée dans les programmes officiels. Tollé à gauche, embarras à droite, la consigne de vote de François Fillon provoque la polémique en appelant à voter pour le candidat le moins sectaire en cas de duel PS-FN aux prochaines municipales. Eh bien, l'ancien Premier ministre a déclenché les foudres d'une partie de la classe politique. Le Parti socialiste dénonce une prise de position inacceptable et indigne d'un ex-Premier ministre. À droite, Alain Juppé se démarque, soulignant qu'il ne mettrait pas le FN et le PS sur le même plan. Dans l'actualité également, veillée d'armes au Sénat avant l'ouverture de la session extraordinaire. Ce sera demain matin avec une séance de questions orales. Et puis les parlementaires, les sénateurs vont entrer dans le vif des débats autour de textes sensibles, comme par exemple le non-cumul des mandats. On voit tout cela avec Tam Tranui. La majorité de gauche du Sénat n'est pas la majorité gouvernementale. Toute la session dernière, les ministres l'ont appris à leurs dépens, à l'image de Manuel Valls en janvier dernier. On ne peut pas avoir, monsieur le sénateur, le beurre, l'argent du beurre et le sourire du ministre en plus. Ou encore Marie-Lise Lebranchu sur les métropoles. Monsieur le Président, moi je serais naturellement défavorable. J'ai comme une impression de solitude. De la décentralisation à la publication du patrimoine des élus, le Sénat a souvent fait entendre sa différence. Alors comment s'annonce cette rentrée ? Avec seulement 6 voix d'avance, la majorité de gauche ne peut se passer d'aucun allié. La défection des communistes, des radicaux ou des écologistes suffit à faire rejeter n'importe quel texte. Ce sont donc des alliés aménagés. Nouveauté de cette session, même des voix socialistes pourraient manquer à l'appel pour l'un des textes emblématiques de l'ère Hollande, le non-cumul des mandats.
Outre le non-cumul, de nombreux textes sensibles vont être débattus à la Haute Assemblée dans les 4 prochains mois. Deuxième lecture de la loi sur les métropoles, retraites, mais aussi budget et financement de la sécurité sociale, des textes explosifs sur fond de ras-le-bol fiscal. La séquence des 4 prochains mois est essentielle. Elle impactera forcément les élections municipales de mars 2014, un scrutin fondamental pour le Sénat, dont le collège électoral est composé à 95% de conseillers municipaux. Et puis dans l'actualité ce soir, bien sûr, c'est probablement un tournant dans le conflit syrien. La Russie propose de placer l'arsenal chimique du régime sous contrôle international. Damas s'engouffre dans la brèche et accepte immédiatement. La Grande-Bretagne évoque ce soir un grand pas. Washington se dit également prête à en parler. La France précise que l'initiative de Moscou mérite un examen sérieux sous certaines conditions. Notre invité pour en parler dans un instant, c'est le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui a été reçu tout à l'heure par le chef de l'État sur ce dossier. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Mounir Soussi. La Russie prend John Kerry au mot. En visite officielle ce matin à Londres, le secrétaire d'État proposait sans trop y croire au régime de Bachar al-Assad un moyen d'éviter les frappes en Syrie. Bien sûr, il pourrait remettre chaque élément de son arsenal chimique à la communauté internationale dans la semaine à venir. Le remettre, tout cela sans retard, et autoriser une vérification totale, mais il n'en a pas l'intention et c'est impossible à faire. Contre toute attente, Moscou reprend à son compte la proposition. Sergueï Lavrov, qui recevait son homologue syrien, l'a invité à mettre les armes chimiques sous contrôle international, demande immédiatement acceptée par Damas. La Syrie salue l'initiative russe de Sergueï Lavrov, en se fondant sur les inquiétudes des dirigeants russes concernant la vie de nos citoyens et la sécurité de notre pays. Véritable tournant ou coup de poker pour gagner du temps. Face à un journaliste américain, le président syrien dément l'utilisation d'armes chimiques et demande des preuves. Pendant que ses diplomates donnent des gages, le président glisse des menaces à peine voilées. Personne ne peut dire quelles seront les répercussions de la première frappe. Quand vous parlez d'une région, d'une grande région, il ne s'agit pas seulement de la Syrie, c'est une zone très liée, entremêlée. Si vous frappez quelque part, il faut s'attendre à des répercussions ailleurs, sous différentes formes. Ce soir, Barack Obama démarre un marathon médiatique pour convaincre une opinion réticente à une intervention. Le Congrès débute ses travaux aujourd'hui et le revirement russe va forcément influencer les débats. Et en notre compagnie ce soir dans le 22h, avec nous le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous étiez tout à l'heure à l'Elysée, reçu par le chef de l'État François Hollande, justement sur le dossier syrien. On va bien sûr en parler en détail. Avec nous également ce soir, François Durper. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir, historien spécialisé des États-Unis. Notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Sonia. Merci d'être avec nous. Alors Jean-Pierre Bel, je le disais, vous avez été reçu tout à l'heure par le chef de l'État François Hollande. Vous avez discuté évidemment du dossier syrien. Il y a une nouvelle donne ce soir avec la proposition russe. Est-ce que toutes les cartes sont clairement rebattues ? Écoutez, lors de mon entretien avec le président de la République, les événements se bousculent actuellement. Nous n'avions pas vraiment intégré, puisque dans le temps, c'est plus tard que c'est venu. Je crois en effet qu'il faut regarder cet événement avec beaucoup d'attention. Je pense que la plupart des observateurs sont en train de se demander s'il s'agit d'une ruse ou si, au contraire, il faut apporter du poids. Votre conviction, parce que le Quai d'Orsay ce soir semble en tous les cas l'examiner, même s'il y a évidemment plusieurs conditions qui sont assorties. Oui, moi je pense que d'abord je me félicite de ce que nous ayons été déterminés, parce que pour moi c'est la pression qui a été mise sur la Syrie qui a permis de la faire bouger. Vous avez vu que les Russes reconnaissent maintenant qu'il y a un problème d'armement chimique en Syrie. Ah, donc vous pensez que c'est la pression diplomatique franco-américaine qui a amené à ce résultat, cette proposition russe ? Je pense par notre position, notre détermination, notre refus d'accepter l'inacceptable. Nous avons obligé, je pense, la Syrie à bouger. Et je crois en effet que cette proposition doit être regardée de près avec les conditions que nous posons, vous le savez. D'abord, vérifier que effectivement la Syrie accepte de laisser détruire son armement. Deuxièmement, que les Nations Unies puissent établir un calendrier, une contrainte précise sur le déroulement des opérations. Et en fait,
enfin, que personne ne soit exonéré de ses responsabilités dans le massacre des civils, des femmes et des enfants que nous avons connus le 21 août. Sur ces trois conditions. Mais est-ce que ce soir, on peut dire que cette éventuelle intervention en Syrie qu'on qualifiait d'imminente il y a encore quelques jours, elle s'éloigne? Écoutez, je pense que personne n'a envie d'user de la force et des armes. Et pourtant, le président François Hollande était déterminé. C'est ainsi que vous l'avez perçu, sûrement, ce soir. Déterminé à détruire, en effet, les usines de production chimique, les armes chimiques aux mains de ce dictateur. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement de ce qui se passe en Syrie à l'occasion de cette attaque, mais que derrière, il y a toute une crédibilité au plan international, notre capacité à refuser l'utilisation des armes bactériologiques et des armes à une dimension encore plus importante. Donc il y a à la fois le problème de la Syrie et en même temps notre sécurité qui est en jeu. Et c'est pourquoi nous devons être fermes. Et je me félicite de cette fermeté qui est en train de payer. Vous êtes ferme et déterminé, mais vous nous dites ce soir que le spectre de cette intervention s'éloigne. J'espère qu'il s'éloigne dans le fond, mais je crois qu'il ne faut pas relâcher la pression. Parce que ce n'est pas au moment où nous faisons bouger les Syriens d'une certaine manière par l'intermédiaire des Russes que nous allons au contraire reculer. Je pense qu'il faut maintenir la pression, obtenir des garanties, et c'est sous condition que nous pourrons envisager d'aller plus loin dans cette discussion. On va bien sûr continuer à en parler, à évoquer aussi votre entretien avec le président de la République, François Durper. Est-ce que c'est un coup de poker diplomatique auquel on assiste ce soir de la part des Russes qui a aussi bousculé l'agenda américain? Oui, et c'est plutôt bien joué de la part de Poutine parce que ça s'inscrit très concrètement. Qu'est-ce qu'il a fait Barack Obama cet après-midi? Il a enregistré 6 interviews, les 6 principales chaînes américaines, CBS, NBC, ABC, c'est déjà en boîte. Fox News. Ouais. C'est en boîte. Ouais. Et ça va être diffusé 9 p.m., ça va être diffusé en prime time ce soir. Alors vous imaginez, il peut pas tout d'un coup dire Fox News, ou alors je m'adresse aux Américains. En plus, tout changer pour Barack Obama, ça veut dire c'est Poutine qui a les cartes. Alors je vais changer mon discours auprès des Américains parce que Poutine a fait une proposition. C'est totalement impossible. Et puis en plus, demain, il doit parler là devant les Américains, en direct, à 9h, PM américain, du bureau ovale. Là, c'est très très sérieux. Il l'a fait que 2 fois. Ce sera la 3e fois depuis le début de son mandat. Il n'aime pas trop. Obama, c'est quelqu'un qui aime le public. Il n'aime pas trop s'enfermer dans le bureau ovale et puis parler aux Américains comme ça, en regardant la caméra. C'est quelque chose qu'il n'aime pas faire. Il le fait que parce que les congressmen lui ont dit il faut s'adresser à la nation, il faut dire quelque chose. Solennellement, exactement. Depuis ce lieu de pouvoir. Oui. Et puis un ancien conseiller de Clinton a dit on joue beaucoup, on a déjà repoussé de 24 heures, ça devait être ce soir. Mais ce soir, c'est le début du championnat de football américain. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est pas possible. Un conseiller exactement. Et un conseiller de Clinton a dit quand le président est à la télévision et que les Américains ne le regardent pas, c'est très inquiétant. Donc il faut que les Américains regardent leur président demain. Je crois que ça vaut aussi en France, souvent. Mais je parle que des États-Unis. Quand on cite la réaction des différents pays, Jean-Pierre Bel, ce soir, quand on voit Angela Merkel aussi, qui est évidemment ouverte à cette proposition, les Anglais, les Américains, les Français, on a l'impression d'un grand soulagement. Ouf! On s'éloigne de cette intervention, c'était une épine dans le pied de tout le monde, apparemment. Tout le monde a saisi cette opportunité russe ce soir. Oui, enfin, elle a saisi, je pense que chacun va regarder de plus près de quoi il s'agit. Et les conditions dont je parlais tout à l'heure seront très importantes. Vous savez, c'est un soulagement que, encore une fois, de ne pas avoir à utiliser la force. Donc je comprends les pays. Il vous l'a redit ce soir, François Hollande, c'est un soulagement pour lui s'il n'y avait pas justement utilisation de la force. François Hollande n'est pas un va-t-en-guerre, c'est pas l'objectif initial. Non, simplement, il est responsable de ce grand pays, la France, il est président de la République, il doit faire valoir notre place dans le monde et en même temps il doit aussi être en phase avec les valeurs qu'il défend. Mais que répondez-vous par exemple à l'opposition et notamment François Fillon qui souligne la faiblesse de la diplomatie française? Vous n'auriez pas assez agi et vous auriez trop suivi les Américains. Oui, enfin, je pense que là, il s'agit d'un discours politique, pour ne pas dire politicien. Nous avons entendu dans les débats un certain nombre de ces déclarations. Moi, je pense que toutes les positions sont légitimes, mais ne pas avoir assez agi, je pense que nous avons vu ce week-end, justement, que les Européens s'étaient retrouvés sur une position commune. C'était dur de ramener Angela Merkel. C'est toujours très difficile, mais c'est justement par ténacité, par force de conviction qu'on y arrive. Et je crois qu'au cours du G20 et puis au cours du sommet de Vilnius, nous avons
remarqué des points. Vous savez, il y avait deux problèmes qui étaient posés. C'était d'abord avoir une position commune au niveau européen et ensuite attendre le rapport des experts des Nations Unies. Ça, c'était avant la nouvelle communiquée par les Russes. Bon, sur ces 2 points, je crois que les choses se sont un peu éclaircies ce week-end dernier. Je crois qu'il faut en effet laisser du temps au temps pour gérer ce type de conflit. Laisser du temps au temps. C'est probablement ce que vous a dit François Hollande ce soir. Soit on agit immédiatement, et ça n'a pas été le cas, soit il faut bien réfléchir et bien peser toutes les décisions qui vont être prises. On va de surprise en surprise. Le week-end dernier, on a été tous surpris, François Hollande également, par la décision de Barack Obama, donc de soumettre la décision au Congrès. Il y a ce coup de poker russe et il y a toute cette gestion maintenant diplomatique du temps également pour le président français, une semaine qui s'annonce compliquée. Oui, la décision de Barack Obama de soumettre une intervention au vote du Congrès l'avait pris de court, alors qu'il était prêt à s'engager auprès des Américains sur des frappes rapides. Là, on peut dire à l'inverse que l'initiative russe peut redonner du temps et, j'allais dire, quelque part sauver François Hollande, parce que se rouvre maintenant, effectivement, une phase diplomatique. Or, la grande difficulté, et finalement, Jean-Pierre Bel vient de le souligner, c'est que, même si vous l'avez dit, François Hollande n'est pas un va-t-en-guerre, l'impression qui dominait, c'est qu'il était déterminé à des frappes militaires, fut-il seul pays, seul chef d'État à s'engager auprès des Américains dans ces frappes. Vous avez rappelé l'ouverture du G20 dans les conditions que l'on sait et l'isolement de la France qui apparaissait fort. Et là, François Hollande a dû faire une avancée en disant noir sur blanc qu'il fallait attendre le rapport des experts de l'ONU sur les armes chimiques, ce qui a permis d'ouvrir la voie à ces déclarations communes des pays européens. Mais ce qui est quand même aussi important, en tout cas à prendre en compte, c'est que cette position commune, précisément, elle est commune pour condamner l'attitude du régime syrien, mais elle ne parle aucunement de la nécessité de frappes militaires. Donc François Hollande, en tout cas sur la décision d'engager des frappes militaires, et le cas échéant, reste pour l'instant isolé en Europe sur cette question. Que répondez-vous à cela, Jean-Pierre? Non, je suis assez d'accord. Il est isolé? Non. Pas sur cette partie-là, alors. Écoutez, non, on n'est pas là, je pense, pour s'envoyer des arguments. C'est vrai que la France est un peu seule avec les États-Unis et d'autres pays qui sont manifestés, mais essentiellement les États-Unis et la France, mais isolés non pas dans la condamnation de ce qui s'est passé, mais dans la nécessité d'agir. Et qui peut agir sur un conflit comme celui-là, notamment en Europe, une fois que vous écartez les Anglais? C'est pas les Italiens, c'est pas les Espagnols, c'est la France qui doit assumer ses responsabilités. François Durper, comment justement, non pas cet alignement, mais cette présence française, cette coalition, cette aide française est perçue outre-Atlantique? C'était un soulagement pour Barack Obama, qui était un peu seul, parce que pour Barack Obama, il lui manque 2 coalitions. Il lui manque une coalition internationale et il lui manque une coalition nationale. Donc c'est très difficile. Les États-Unis sont peut-être isolés, mais lui, Barack Obama, il est isolé dans son propre pays, avec une opinion publique que lui, Obama, comme candidat, a très bien convaincu que les guerres d'occupation, que même les frappes, c'était quelque chose de très mal, c'est fini. Alors, le discours dont je parlais tout à l'heure au bureau Oval, le dernier, c'était pour annoncer le retrait des troupes d'Irak. Là, il va falloir qu'il annonce au contraire une intervention. Donc, il est seul, l'opinion publique ne veut pas de cette intervention. Le Congrès n'en veut pas non plus. Justement, quel est l'état des forces, des opinions au sein de ce Congrès? Le Sénat, probablement, va voter pour, mais faiblement. C'est pas encore sûr, mais ça peut passer mercredi, jeudi. Chambre des représentants, pour le moment, c'est pas du tout le cas. La moitié, mais attention, la moitié des représentants, pour le moment, disent nous ne savons pas pour qui est-ce que nous allons décider ou pas. On va attendre ce que dit le président. Réellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris entre 2 loyautés, notamment les démocrates. Je ne parle pas des républicains. Les démocrates, ils sont pris entre leur loyauté pour leur président, Obama, et simplement la pression de 2014. C'est-à-dire que là, dans quelques mois, ils vont devoir, novembre 2014, aller devant leurs électeurs. Leurs électeurs ne veulent pas de cette intervention. Donc ils se disent, d'accord, très bien, il y a le président, mais en même temps, le président il ne pourra pas faire un 3e mandat. C'est pas lui qui va nous sauver dans nos circonscriptions. Et puis il y a les électeurs. Donc ça leur pose quand même
des problèmes. Je donne un exemple, c'est le Black Caucus, les députés noirs qui sont fidèles à Barack Obama en toutes circonstances, mais qui sont aussi traditionnellement anti-guerre. Oui. Et là, on dit, mais là, on ne sait pas du tout, on va peut-être pour la première fois voter contre une déclaration d'Obama. On a parlé du Sénat et de la Chambre des représentants américains, parlons du Parlement français, hein, on verra. Donc c'est cette proposition russe, ce qu'elle va donner, mais est-ce que déjà avec François Hollande, tout à l'heure, lors de votre entretien, vous avez justement parlé de cette question du Parlement français qui a débattu, nous le savons, sur cette question sans vote. Est-ce que le président vous a confirmé son intention de soumettre la question d'une éventuelle frappe, si elle est toujours d'actualité, à un vote au Parlement? Oui, nous en avons débattu. Et au final, qu'est-ce que cela a donné? Pensez bien que je ne vais pas transgresser cette prérogative qui est celle du président de la République, de faire le choix qui sera le sien. Donc, je suis désolé pour une fois. Vous êtes le président du Sénat, le représentant des sénateurs. Vous-même, vous avez un avis sur la question? Vous l'avez poussé à... J'ai dit au président, bien sûr, ce que j'en pensais, comme je le dis d'ailleurs sur tous les sujets. Mais vous me permettrez de respecter ce qui me paraît très important, notamment lorsqu'un président de la République s'entretient avec le président du Sénat. Je peux tout vous dire, Sonia, mais pas vous raconter dans les détails. Il y a une semaine, l'idée du vote était balayée d'un revers de main, paraît-il, à l'Élysée. Est-ce qu'il y a quand même une évolution sur la question? Ça, vous pouvez nous le dire. Non, le président est, comme il était depuis le début, en train de peser les événements qui se déroulent jour après jour. Et vous voyez bien que les événements peuvent sauter au visage à tout moment. Et ce qui se passe actuellement avec les Russes, avec la proposition russe, le démontre bien. Donc le président est très serein, il est calme, très déterminé. Et il prendra sa décision le moment venu, mais ce n'est pas le moment pour lui de prendre sa décision. Sur le Mali, il y avait urgence. On peut comprendre qu'on n'avait pas eu le temps, bien sûr, de demander l'avis du Parlement. Mais là, on a du temps, justement. On n'arrête pas de parler de cette semaine qui dure avec à la fois le vote du Congrès et puis les experts de l'ONU. Donc, il y a le temps de demander au Parlement de s'exprimer et de voter. Il y a deux questions qui sont posées. Il y a la question, bien sûr, d'institutions qui doivent être en phase avec un pays qui évolue. Et puis il y a la question de nos institutions elles-mêmes, et notamment du domaine réservé du président de la République. Si dans ce pays-ci, la Ve République, que certains devraient peut-être mieux défendre que je ne l'entends, c'est-à-dire les gaullistes, la droite, si le domaine réservé du président de la République dans cette matière existe, c'est bien pour donner la capacité à notre pays, à notre président, d'agir, peut-être sans contrainte d'autre ordre, et notamment cette pression dont vous venez de parler à l'instant. C'est une particularité de notre mais à l'heure où le française. Royaume-Uni et les États-Unis montrent mais alors il faut le dire. Jean-Pierre Bell, à l'heure où le Royaume et les États-Unis montrent au reste du monde qu'ils demandent justement l'avis de leur Parlement, quelle image donne la France justement de balayer comme ça son Parlement? Je vous explique qu'il y a un problème institutionnel qui fait qu'en France, ça ne se passe pas comme en Angleterre, peut-être pas tout à fait non plus comme aux États-Unis, même s'il y a des ressemblances. Ensuite, le président a à décider, et il décidera. Et ce n'est pas moi qui vais annoncer sa décision. Mais vous l'avez encouragé dans un sens ou dans un autre? Je l'ai encouragé dans un sens ou dans un autre. On imagine dans le sens du vote. Donc alors je vais laisser la parole à François Durper et Guillaume Tabar. Jean-Luc Gombault, il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé. S'il y a frappe, s'il y a intervention, mais semble-t-il cela s'éloigne ce soir, nous verrons. Nous n'avons pas parlé du budget. Du budget et puis de la croissance, de l'économie, de la reprise que vous avez signalé dans vos titres, effectivement, parce que ça se situerait à un moment où ça va plutôt moins mal pour la conjoncture économique française, en question budgétaire, mais aussi les taux de croissance, le taux de chômage. Disons que la France sort de la récession, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle entre dans la reprise. Or le problème, c'est que l'économie et la guerre se rapprochent au moins sur un thème, c'est que c'est le domaine de l'incertitude, que ce soit dans l'économie ou que ce soit la question de la guerre. On ne sait jamais très bien où on va. Alors évidemment, la question budgétaire est importante dans ce cadre-là, puisqu'il faudra dépenser de l'argent pour faire la guerre. Si en plus vous avez une augmentation du prix du pétrole, parce que la Syrie, en tant que Syrie elle-même, elle a un rôle tout à fait marginal, minime, tout à fait ridicule. C'est la région. C'est la région. Donc c'est la région. Pour l'instant, il n'y a pas de problème d'approvisionnement pétrolier, même si il y a des problèmes actuellement en Libye, il y a des problèmes au Nigeria, mais globalement la production pétrolière mondiale reste stable. Donc la hausse du prix du pétrole qu'on en constate depuis maintenant à peu près 6 mois, évidemment vient du fait que on se panique un petit peu pour ce qui se passe en Syrie, mais il faudrait que la hausse du prix du pétrole augmente encore un peu plus, elle se stabilise à la hausse. Alors là, il y aurait un véritable problème sur la croissance. Si par exemple le pétrole prend $10 supplémentaires, on calcule que généralement ça donne 0,1% de croissance en moins, ça veut dire moins de recettes budgétaires. Ça c'est un petit peu, si vous voulez, le scénario
pas catastrophe, mais le scénario particulièrement gris, si vous voulez. Parce que le scénario noir, c'est la région qui s'enflamme. Et c'est ce dont, d'ailleurs, Bachar el-Assad menace actuellement. Dire attention, je suis au centre d'un nœud extrêmement important. C'est la région qui peut s'enflammer si jamais vous intervenez à l'intérieur de mon pays. Pour l'instant, rien ne l'indique, mais ce ne peut pas être exclu. Guillaume Tabar, vous vouliez intervenir? Oui, non, par rapport à la question du vote du Parlement, parce que je pense que plus que la question stricte sensu du vote, et on voit bien que dès la semaine dernière, Jean-Marc Ayrault et Alain Vidalies, en disant que la question n'était pas taboue, ont laissé la porte ouverte. Et je pense que François Hollande attend le vote du Congrès américain pour que, si ensuite il y a une décision de frappe, et s'il doit y avoir un vote au Parlement, il puisse faire voter sur une question précise. C'est vrai que pour l'instant c'était prématuré, parce que s'il y a un vote aujourd'hui, sur quoi vote-t-on? Et on voit bien avec le rebondissement de l'intervention russe que les cartes sont la question va être précise. Mais je pense que la vraie pression aujourd'hui aussi de François Hollande, c'est la pression de l'opinion. Et là, je pense peut-être... 56% des Français, donc majoritairement contre. Oui, 56%, plus ceux qui ne se prononcent pas. C'est-à-dire que le rapport entre ceux qui sont favorables et ceux qui sont opposés à l'intervention, dans toutes les enquêtes, en gros, on est l'ordre de 2 tiers, 1 tiers. Et même au sein de l'électorat socialiste, qui est le seul électorat à être majoritairement favorable à la frappe, c'est une majorité très petite. Je pense que, d'abord, il y a toujours le souvenir de la guerre en Irak et donc des erreurs commises à l'époque, même si, bien sûr, à l'époque, c'était des preuves falsifiées, etc. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Et ensuite, je pense que les Français ont sous les yeux l'échec, en tout cas en partie, des révolutions arabes. Et on dit maintenant, on nous dit qu'en mettant à bas des dictateurs, ça ira mieux. Et donc, il voit clairement aujourd'hui que l'opposition à Assad aujourd'hui n'est pas nécessairement plus recommandable, qu'elle est infiltrée par Al-Qaïda, et il y a une perception par l'opinion qu'il y a peut-être des dangers plus graves encore qui se produiraient si le régime était renversé. Puis enfin, dernier point peut-être, il y a aussi peut-être l'attention de la France à l'égard des communautés, des minorités au Proche-Orient, notamment des minorités chrétiennes. On voit d'ores et déjà qu'elles sont déjà victimes de ce qui se passe, et comment les rebelles ont pris possession de certains villages chrétiens. Et il y a, je pense, cette solidarité de fond d'une part de l'opinion avec ces chrétiens du Proche-Orient, d'ailleurs, dont François Hollande n'a pas encore beaucoup parlé. Justement, c'est la question que j'allais poser à Jean-Pierre Bel, parce qu'on va rappeler qu'il y a aussi une ville qui a été prise justement par les rebelles, une ville où il y a justement une majorité de chrétiens de Syrie. Est-ce que c'est une préoccupation constante de François Hollande, ces chrétiens de Syrie? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous en avez parlé? Oui, bien sûr. Vous évoquez la ville de Maloula, je crois, qui est aujourd'hui au centre de ce sujet, et qui est vraiment très, pour nous, un objet de préoccupation. Donc, bien sûr que les choses sont regardées avec nuance, avec subtilité, ils sont pris en tenaille. Il faut que nous soyons conscients de ces situations. Mais si vous me permettez simplement de le rappeler 3 secondes, parce que depuis le début, on n'en a pas parlé, l'attaque chimique du 21 août représente pour la communauté internationale un degré absolument horrible à mettre en avant. Et je crois que lorsqu'on a vu les images de ces femmes, de ces enfants, de ces Syriens mourir suite aux attaques chimiques, lorsqu'on voit ces images et lorsqu'on s'interroge sur le rôle de la communauté internationale, on ne peut pas rester insensible, ni à cela, ni aux autres. Donc, naturellement que... Même si, ce soir, la proposition russe, eh bien, un petit peu, va desserrer l'étau sur le régime syrien et peut-être Bachar al-Assad. Si elle permet de nous libérer de cette menace d'utilisation des armes chimiques par la dictature syrienne, s'il y a destruction des armes chimiques, en effet, c'est une bonne nouvelle. Et en effet, il faut que nous avancions. Mais si ce n'est pas cela, si c'est une ruse, s'il s'agit simplement de gagner du temps, eh bien, je crois que le problème continue à se poser. Donc, évidemment, la proposition va être pesée et sous-pesée. Merci beaucoup, messieurs, pour votre analyse. Merci Guillaume Tabar, François Durper, Jean-Luc Gombault. Merci Jean-Pierre Bel pour tous ces renseignements. C'est la fin de ce journal. Merci à vous, surtout, de nous avoir suivis. Votre soirée se poursuit sur Public Sénat avec le documentaire intitulé « À l'ND ». C'est une idée qu'on assassine. Belle soirée, à demain, avec plaisir.